Et donc j'invite Mathilde Queiroz à nous parler des recommandations sur le jeûne préopératoire en pédiatrie. Merci Mathilde. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher professeur, cher Français, membre de l'ASFAR et peut-être de l'ESAIC. Donc effectivement, je vous remercie de me permettre de parler de ces recommandations européennes tirées de... Donc c'est l'ESAIC qui a promu ces recommandations. Donc c'est les recommandations sur le jeûne préopératoire chez l'enfant. Donc ça peut intéresser beaucoup de personnes. Alors les premières questions, c'est pourquoi doit-on parler de ce jeûne qui est très important en anesthésie réanimation pédiatrique. Alors premièrement, bien sûr, est-ce que le jeûne préopératoire permet de prévenir le risque d'inhalation ? Est-ce que pour prévenir ce risque, il faut que l'estomac, en tout cas l'estomac de nos enfants, soit vide en préopératoire, avec ce dogme un petit peu qui date, qui dit plus rien à boire ou à manger à partir de minuit, qui a quand même un petit peu évolué, et notamment avec des recommandations, cette fois-ci de l'ASA aux États-Unis, qui avait recommandé les solides de 6 heures, le lait, on va dire non maternel, 6 heures, 4 heures pour le lait maternelle et 2 heures pour les liquides clairs. Et puis, ils sont sortis quand même des recommandations, encore une fois, là, européennes, sur le jeûne à la fois chez l'adulte et chez l'enfant, qui, donc le principal message, c'est ce fameux 6-4-2, 6 heures pour les solides, 4 heures pour le lait maternel et 2 heures pour les liquides clairs. Et la problématique, c'est que finalement, en pratique, le jeûne à partir de 2 heures, enfin 2 heures avant un geste sous anesthésie générale, était finalement beaucoup plus long dans la pratique de tous les jours, avec pas mal d'études qui montraient que finalement, ça pouvait même aboutir à des jeûnes 12 heures pour les solides, par exemple, dans cette étude ici, voire 8 heures pour les liquides. Donc on était loin des recommandations de 2 heures de liquide clair. Et donc... en 2019, suite à plusieurs études sur des protocoles beaucoup plus libéraux avec des liquides clairs autorisés jusqu'à 1 heure, voire jusqu'à l'arrivée dans le SAS avant l'opération. Plusieurs sociétés européennes, l'ESPA, donc la Société européenne d'anesthésie pédiatrique, la Société de Grande-Bretagne et la DARPEF, la société française, a écrit un statement qui a été publié dans le JA qui disait « Au vu des différentes données récentes de la littérature, ces sociétés recommandent d'autoriser l'apport de liquide clair chez les enfants jusqu'à 1 heure avant l'anesthésie générale » et ont suivi ensuite d'autres sociétés, la société australienne et de Nouvelle-Zélande et la société canadienne qui ont repris cette idée de permettre aux enfants de boire des liquides clairs jusqu'à 1 heure. Donc finalement, ça c'était juste un statement, une proposition de certaines sociétés. Et donc l'ESAIC a voulu, par l'intermédiaire de différents experts, membres des autres sociétés, essayer de rédiger des recommandations, des guidelines sur le jeûne préopératoire. Donc la méthodologie, que je ne vais pas revenir dessus, mais c'est la méthodologie PICO, c'est-à-dire avec une certaine population, avec une intervention. Donc là, c'était surtout le type de stratégie libéral versus, on va dire, un peu moins libéral. Le type et le volume d'alimentation, on va le voir, c'est très important. La comparaison, c'était finalement avec les anciennes recommandations, donc à 2 heures de liquide clair notamment, et puis on verra aussi qu'il y a un impact sur le lait et sur l'allaitement maternel. Et avec le principal outcome, objectif, c'était l'incidence de l'inhalation pulmonaire ou des vomissements. Et les secondaires, c'était surtout la durée réelle du jeûne. On a vu que c'était très important. Et aussi voir la cinétique de la vidange gastrique. Donc c'était une méthode Delphi avec des votes, différents tours de vote. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc une population pédiatrique, alors c'était 17 ans, pas 18 ans, donc inférieure à 17 ans. Et une chose importante, y compris la population néonatale, puisque c'est une population qui aussi nous intéresse, avec une revue de la littérature assez exhaustive. Donc sont sorties de ces recommandations 6 questions principales, avec quels sont finalement les risques et les bénéfices d'un changement de recommandation, et surtout pour, encore une fois, les liquides clairs, et pour passer à des recommandations, ce qu'ils appellent plus libérales. Est-ce qu'il y a un impact de la composition, que ce soit du liquide ou des solides, sur la vidange gastrique ?
Est-ce qu'il y a un impact de la comorbidité du patient, de ses antécédents, notamment on parlait du reflux, des diabètes ou de certains traitements que l'enfant peut prendre? Deux questions très intéressantes qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est est-ce que l'écho gastrique peut rentrer en tant qu'aide, on va dire, diagnostic et de stratégie d'anesthésie en termes de jeûne préopératoire, et bien sûr sur la réalimentation rapide en post-opératoire. Donc, après cette méthode, on a pu sortir 7 recommandations avec la méthode GRAD que vous connaissez et ce qu'on appelle 19 suggestions, ou plutôt avis d'experts, si on peut parler, on va dire, en fonction de nos recommandations. Bien sûr, je ne vais pas toutes les détailler, sinon on en a jusqu'à ce soir. Celles en rouge, je ne vais pas les détailler, mais quand même qui sont importantes. Il faut bien sûr à chaque fois éviter le jeûne prolongé. C'est une recommandation forte de grade 1C. Les solides, on va pas revenir dessus. Les gros solides, on va voir, il y a une petite nuance sur d'autres types de solides. Donc c'est 6 heures avant une anesthésie. Les différentes pathologies, notamment le reflux, les pathologies cardiaques, les pathologies endocriniennes type le diabète, il faut appliquer les mêmes recommandations. Il n'y a pas de différence pour cette population. Un petit mot quand même sur le chewing-gum, et aussi maintenant il y a quelques données avec les bonbons et c'est intéressant chez l'enfant. Le chewing-gum ne retarde pas la vidange gastrique. L'alimentation entérale, on peut appliquer les mêmes recommandations. Et une recommandation forte, il faut permettre une reprise très précoce de l'alimentation chez l'enfant. C'est un point extrêmement important qui rentre dans la réhabilitation post-opératoire précoce. Alors, certaines recos, j'ai un peu plus les détailler, celles qui me paraissaient les plus importantes. Et bien sûr, celle-ci, c'est les liquides clairs sont autorisés jusqu'à 1 heure avant l'induction de l'anesthésie. Alors attention, bien sûr, ce qu'on appelle liquide clair, il faut être bien précis, c'est de l'eau avec ou sans sucre, du jus de fruits sans pulpe et du thé ou du café pour bien sûr les plus grands, sans lait. Alors, je vous rappelle que le premier objectif, c'était l'incidence de l'inhalation pulmonaire. Malheureusement, il n'y a pas de RCT sûr avec cet outcome. C'est compliqué. Il y a eu 3 études, je vous en ai sorti que 2, sur des études observationnelles sur plus de 10 000 enfants. Et lorsqu'on totalise ces 3 études, on arrive à peu près à 30 000 enfants qui montrent que, en tout cas, les protocoles libéraux, jusqu'à donc 1 heure avant l'anesthésie, n'augmentez pas l'incidence d'inhalation, mais attention, ce ne sont pas des RCT, d'autant plus que l'incidence chez l'enfant de l'inhalation est extrêmement faible. Donc pour vraiment montrer un impact fort, il faudrait inclure plusieurs milliers d'enfants, ce qui, en tout cas aujourd'hui, n'est pas fait, et je ne sais pas si ce sera faisable un jour. Ce qui est important quand même de savoir, on a vu que le fait de dire 2 heures avant, finalement, dans la vie pratique de tous les jours, ça a augmenté la durée réelle du jeûne, et que finalement, de mettre en place un régime libéral permettait de diminuer ce délai du jeûne jusqu'à peu près finalement 2 heures avant une anesthésie. Et ça également, c'est important pour tout ce qui est confort pour les enfants qu'on endort. Un petit mot aussi sur le fait, en fait, de permettre à un enfant, surtout les plus jeunes, de boire avant l'anesthésie et pas 12 heures avant un geste sous anesthésie générale, permettrait, en tout cas, certaines études nous le montrent, de diminuer l'incidence de l'hypotension. Et on sait que l'hypotension chez l'enfant, surtout le plus jeune et surtout pour les moins de 1 an, est extrêmement important. On s'y attache pour tout ce qui est perfusion cérébrale. Un avis qui va peut-être paraître contradictoire avec la première recommandation, c'est qu'on dit qu'il y a des données un petit peu contradictoires sur le fait que de donner du liquide clair 1 heure avant, diminuer le volume au niveau de l'estomac. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et notamment, ça vient de cette étude qui a été publiée dans le BJA en 2018, qui a comparé un régime libéral versus, c'est-à-dire 1 heure jusqu'à même l'arrivée en salle d'opération, en tout cas dans le SAS avant la salle d'opération. Ils ont comparé par rapport à un régime, on va dire, standard. Finalement, ils ont montré qu'au niveau de tous les patients, le volume total était équivalent dans les 2 groupes, mais ils ont retrouvé que dans le groupe régime libéral, c'est-à-dire au moins 1 heure, voire moins avant une anesthésie générale, il y avait plus de patients qui avaient un volume gastrique plus important. Mais quand on regarde vraiment dans le détail cette étude, c'est que ces patients-là, qui avaient un volume important au niveau de l'estomac, ils avaient pris finalement des liquides
moins d'1 heure et voire même moins de 30 minutes avant une anesthésie, avec des volumes relativement assez importants, plus de 3 millilitres/kg. Et une autre étude aussi, si on va parler volume, donc une étude grâce à l'échographie gastrique. Donc là, ce n'est pas comparatif, ce n'est pas randomisé, juste, on va dire, observationnel. Et ils ont montré, par exemple, dans celle-ci, que ceux qui n'avaient pas une vidange complète de son estomac, finalement, étaient ceux qui avaient ingéré des volumes importants, plus de 5 ml/kg. Et une autre étude qui comparait un jus de pomme avec notamment du lait, on va revenir dessus, montrait que finalement, la vidange gastrique, elle se faisait au bout de 2 heures, donc ce qui peut être contradictoire avec les recommandations de 1 heure, sauf qu'à nouveau, quand on regarde bien le détail de cette étude, on s'aperçoit que les volumes ingérés étaient plus de 5 ml/kg à 7 ml/kg. Donc on peut vraiment se poser la question, est-ce que quand même il faut faire attention au volume chez l'enfant, hein, quand on réfléchit en millilitres/kg, probablement, avec des études comparées de 3 versus 5 ml/kg, qui là ne retrouvent pas de différence, avec une cinétique de la vidange gastrique qui est inférieure à 2 heures pour ces deux études. Lorsqu'on passe après aux plus petits enfants, et notamment pour l'allaitement maternel, et ce qui change par rapport aux anciennes recommandations, c'est que maintenant la recommandation grade 1C, en tout cas pour l'allaitement maternel, donc pour le lait maternel, il est autorisé jusqu'à 3 heures avant une anesthésie générale. Les recommandations anciennes, c'était 4 heures, donc là on a avancé d'1 heure. Le fait que le lait soit enrichi ne change pas, c'est-à-dire lait enrichi peut être autorisé jusqu'à 3 heures avant une anesthésie. Et pour tout ce qui est les laits, on va dire non maternels, alors attention, il faut faire très attention aux termes. Donc c'est for infants. Infants en définition, donc en français, c'est les enfants de moins de 1 an. Donc est autorisé jusqu'à 4 heures avant une anesthésie. Je vais vous passer les différentes études, sachant que les gastros ont été beaucoup plus précoces que nous pour l'étude de la cinétique gastrique chez les nouveau-nés et chez les anciens et chez les prématurés. Et vous voyez que finalement, par exemple pour ce lait maternel, jusqu'à 2 heures, la vidange gastrique était complète à 2 heures. Et ceci également pour les laits, ce qu'on appelle hydrolysés, ou les formula milk, c'est-à-dire le lait non maternel, qui à chaque fois dans les études était retrouvé autour entre 2 et 3 heures. Et même cette étude de gastro finalement qui date, 99, ils avaient comparé, donc là chez des nouveau-nés, nés à terme, entre le lait maternel et le lait infantile, ils n'avaient pas trouvé de différence entre ces deux laits. Une autre avis d'experts, et donc c'est là où on va pouvoir en discuter, et c'est là où on retrouve cette difficulté finalement d'appliquer des recommandations européennes à tous les pays, et donc de trouver, on va dire, des recommandations et des données uniformes en fonction des différentes cultures des différents pays européens. Et donc là, il est écrit qu'un petit déjeuner léger de solide ou des liquides non clairs peut être autorisé jusqu'à 4 heures avant une anesthésie générale. Donc là, je vous ai résumé dans le tableau, c'est les différentes études sur les liquides non clairs, donc qui ont comparé plusieurs types de liquides, les liquides protéinés et le lait demi-crémé, encore important, attention, c'est du lait demi-crémé qui a été étudié. Et ces études montrent que finalement, pareil, la cinétique de la vidange gastrique était complète jusqu'à 4 heures et qu'on n'avait pas besoin d'attendre au-delà de 4 heures pour donner ces types de solides. En ce qui concerne les solides, donc là, après je vais vous dire que les discussions qu'on a eues au sein du groupe d'experts, les différentes études ont montré qu'en fonction du type du petit déjeuner, en tout cas du solide, c'est-à-dire léger, on pouvait avoir une vidange gastrique complète au bout de 4 heures, et c'est pour ça qu'a été proposé ce délai de 4 heures. Sauf qu'il faut faire bien sûr attention, puisque avant chaque induction, finalement, il va falloir interroger l'enfant, et bien sûr surtout les parents, pour savoir quel type de solide l'enfant a pris, puisque la vidange gastrique va dépendre de la composition du solide. Et là, il y a vraiment eu un débat au sein des experts avec un désaccord, et c'est là aussi toute l'importance de ces recommandations. On peut discuter et échanger nos avis, avec notamment un problème de définition et de compréhension du petit déjeuner. On a déjà parfois du mal, quand on dit aux parents « vous avez le droit du liquide clair »,
ils reviennent avec du jus de fruits, avec pulpe, du fameux jus de pomme bio. On ne sait pas exactement si c'est clair ou pas. Donc, nous, on a mis, en tout cas les experts français, on était 3, on était assez prudents et on voulait rester prudents sur cette formulation. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des données dans la littérature. Donc, si on reprend les études qui ont dit avec un petit déjeuner léger, on arrive à une vidange gastrique complète au bout de 4 heures. Et en fait, quand on reprend les différentes données, par exemple celle-ci, on voit que après un petit déjeuner léger, la surface centrale qui a été mesurée, finalement, allait jusqu'à 3,84. Et juste pour information, des cut-offs pour avoir une surface, pour dire que l'estomac est vide, a été proposé à 3. Donc vous voyez que c'est au-dessus de ce cut-off. Donc on peut se poser la question. Et une autre étude qui vient de Suède, et notamment par Peter Frickom, qui est un petit peu le leadership de ces recommandations, ils avaient donné un petit déjeuner donc de yaourt avec le gruel, le truc suédois, 4 heures avant l'induction. Ils avaient réalisé une échographie gastrique et finalement ils avaient dit, 19 sur 20 patients avaient un estomac plein, mais sauf que quand on regarde le seul patient qui avait un estomac, 19 avaient un estomac vide. Et quand on regarde le patient qui avait un estomac plein, finalement, c'est lui qui avait pris 25 millilitres de petit déjeuner. Donc là, c'était plus un petit déjeuner léger. Donc encore une fois, attention au volume, attention à la définition de ce type de petit déjeuner. C'est pour ça qu'on a vraiment mis un point d'interrogation sur l'application de ces recommandations. Ensuite, on a pu enfin, et je trouve que c'est aussi également une avancée, de mettre en avant l'échographie gastrique qui commence à être de plus en plus connue avec des données dans la littérature. Et l'avis d'expert, c'est la numéro 23, permet de dire qu'en cas de chirurgie urgente ou aussi en cas de doute, vous pouvez réaliser une échographie gastrique pour essayer de savoir si l'estomac de votre enfant est vide. Et notamment, donc, il y a une étude de Lyon qui s'est intéressée aux chirurgies urgentes chez l'enfant. L'anesthésiste qui prenait en charge l'enfant en fonction de l'anamnèse et de l'examen clinique prévoyait une stratégie d'anesthésie, une induction en séquence rapide ou une induction ce qu'on appelle classique. Et finalement, ensuite, un expert en échographie gastrique réalisait l'échographie gastrique et demandait à l'anesthésiste en charge si, en fonction de l'image au niveau de l'écho gastrique, il changeait de stratégie. Et on s'apercevait que finalement, dans 50% de cas, l'anesthésie changeait sa stratégie d'induction, et que ce soit dans un sens ou dans un autre, il avait prévu une induction classique, il faisait une induction à séquence rapide, et vice-versa. Et finalement, quand après aspiration, et on peut après discuter de la méthode, après une évaluation clinique, finalement, la stratégie initiale était adaptée dans 49% des cas, et on passait, grâce à l'échographie, à une stratégie adaptée dans plus de 80% des cas. Par contre, vous savez qu'il y a une évaluation soit qualitative, soit quantitative, et pour l'instant, donc chez l'adulte, on peut faire une évaluation quantitative en mesurant la surface centrale et en fonction de votre surface, vous pouvez dire si votre estomac est finalement à risque ou pas d'inhalation. Et chez l'enfant, les données sont encore difficiles à obtenir pour l'évaluation quantitative, donc on suggère d'utiliser une évaluation qualitative avec le grade de perlage. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans le numéro d'ANREA, il y a toute une fiche flash sur l'échographie gastrique. Pourquoi? Parce que les formules mathématiques ont été proposées par différents auteurs. Finalement, les biais sont trop importants. La corrélation est encore pas assez suffisante pour dire qu'on peut utiliser la surface centrale avec des modèles mathématiques pour assurer finalement un risque, pour définir le risque d'inhalation en fonction de vos mesures. Donc finalement, en conclusion, je pense que vraiment ces recommandations européennes sont une réelle avancée sur la durée du jeûne, notamment pour les plus jeunes. Donc faites boire vos enfants, insistez auprès des parents, du personnel paramédical pour l'appel de la veille, pour insister sur le fait de pouvoir boire des liquides clairs jusqu'à 1 heure avant. Attention au volume, attention à la définition du liquide clair. Par exemple, à Lyon, on a dit au jus de pomme pour ne pas se prendre la tête sur est-ce que l'ice tea est un liquide clair, est-ce que le jus de pomme bio, pas bio, etc. Il y a encore des données à avoir, donc on a encore du boulot pour travailler sur ce jeûne, sur la vidange gastrique, puisque vous avez vu que finalement le niveau de preuve n'est pas forcément très élevé pour certains avis d'experts.
Et puis, bon, il y a la problématique de façon de l'inhalation. Certes, l'incidence est faible, mais ça peut être grave. Et en fait, cette inhalation, il y a de multiples facteurs. On sait l'anesthésie, les urgences. Donc, est-ce que le jeune rentre dedans? Probablement oui, donc il faut travailler là-dessus. La cinétique gastrique est très complexe. C'est en fonction de la composition de ce que vous ingérez, en fonction du volume. N'oubliez pas de bien interroger les parents et ou l'enfant, de savoir exactement ce qu'il a pris. On a vraiment des surprises dans la vie de tous les jours. Et là où probablement l'échographie gastrique est un outil non invasif, non douloureux et qui peut être en plus ludique avec l'enfant, qui, je pense, va nous apporter beaucoup d'aide. Et surtout de personnaliser nos stratégies d'anesthésie. Je vous remercie. Merci beaucoup Mathilde. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que dans vos services, vous évaluez systématiquement le véritable temps de jeûne, le vrai? Oui. Ça donne quoi en fait? C'est plus d'1 heure finalement. Alors souvent pour le premier patient qui est à 8 heures, on dit dès que vous pouvez rendre du liquide clair jusqu'à l'arrivée dans le service. Donc comme ils arrivent à peu près 1 heure avant, en général on a des durées de jeûne qui correspondent aux recommandations. Mais malheureusement après c'est pour ces enfants qui arrivent tôt le matin pour une chirurgie un peu plus tard. C'est extrêmement compliqué. On a encore des durées de jeûne de liquide clair supérieures à 2, 3, voire 4 heures. Et c'est parfois même les enfants qui sont hospitalisés, qui sont le plus longtemps à jeun. Et on a encore du mal à faire passer le message. Dès qu'ils arrivent, faites boire, n'hésitez pas à nous appeler pour essayer de voir la durée du jeûne. Donc on a encore du boulot pour essayer de faire passer le message de ces 1 heure. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à vous lever, il y a des micros partout. Il y en a une. Je ne vois pas, oui. Bonjour, merci pour cet exposé. C'est pour la reprise alimentaire, en fait, précoce. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors, les nouveautés, c'est qu'il faut qu'elles soient précoces. Probablement que le terme précoce n'était pas employé. Et bien sûr, s'il n'y a pas de contre-indication chirurgicale ou anesthésique, vous pouvez réalimenter l'enfant dès la salle de réveil. Et ça, c'est important puisque ça permet vraiment une reprise de l'activité normale, d'autant plus qu'ils sont petits, mais un biberon en salle de réveil après une chirurgie mineure, superficielle, qui s'est passée sans aucune complication, vous pouvez le faire dès la salle de réveil. C'est ça, précoce. Pour éviter en plus des perfusions inutiles et dangereuses. Approchez-vous du micro si vous voulez causer. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé très clair. Je voulais savoir si la société s'était prononcée sur le lait premier âge, qui est très proche du lait maternel, à la différence des laits d'après, qui sont laissés plus à la liberté de l'industrie. C'est toute la problématique, comme Monsieur le Président de l'ASFAR nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'appliquer des recommandations européennes à tous les pays européens qui ont finalement des cultures et aussi des produits différents. Donc, effectivement, on fait la différence en France entre le premier âge où on dit 4 heures et le deuxième âge où on dit 6 heures. D'accord. Les AIC, là, les recommandations européennes, les études, c'est sur les laits chez les infants, donc les moins de 1 an. Donc, par exemple, au sein de la DARPEF et l'ASFAR, on a fait vraiment la différence de... initialement, c'était donc 4 heures pour le lait maternel, donc là, on passe à 3 heures. Et 6 heures pour le lait deuxième âge. Après, si on regarde vraiment la composition, c'est pas tant l'apport calorique, c'est les apports en vitamines, et notamment avec le fer, qui fait la différence entre premier âge et deuxième âge. Donc c'est très difficile pour les AIC, donc des recommandations européennes, de faire la distinction entre les différents laits en fonction des différents pays. Donc pour l'instant, en France, on reste à donc 3 heures maintenant pour le lait maternel, 4 heures pour le premier âge et encore 6 heures pour le deuxième âge. Mais il faudrait des données finalement françaises pour faire la différence entre ces deux-là. Probablement qu'on pourrait descendre à 4 heures, puisque les données, la littérature, c'est chez les moins de 1 an. Donc, chez les moins de 1 an dans les différents pays, c'est l'équivalent du lait deuxième âge. Mais il faut vraiment aller à ce niveau de précision, parce qu'en fait, quand on regarde bien l'incidence des inhalations, c'est faible. Quand on regarde les courbes, il y a des intervalles de confiance qui sont quand même assez énormes. Est-ce qu'il faut aller à ce niveau-là Est-ce qu'il ne faut pas dire du lait, pas du lait? Enfin, je provoque. Je pense qu'il faut déjà liquide clair, en fait. Déjà, bon, d'accord. Okay. Non, mais voilà, avant de se poser la question, lait maternel ou lait premier âge, deuxième âge, donnez du liquide clair. Liquide clair, oui. OK.
Une question, la quantité de liquide clair, est-ce qu'il y a par exemple des limites que vous mettez? Parce que des fois ils peuvent prendre un biberon ou prendre 5 verres d'eau. Est-ce que ça a une incidence? Parce que tout le monde est d'accord sur le timing, mais la quantité. Et souvent on est surpris par la quantité de liquide que les gens prennent avant l'intervention. Alors dans les recommandations, on n'a pas mis de cut-off, mais que probablement, comme je vous l'ai montré dans certaines études, nous par exemple, on dit jusqu'à 5 ml par kilo max, sachant que par exemple les petites briquettes de jus de pomme, ça peut être utile chez les grands. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas leur dire vous allez boire un litre de jus de pomme, d'abord l'enfant ne sera pas confort. Donc attention quand même au volume, mais dans les recommandations, il n'y a pas encore assez de données pour dire c'est 3, 5, 7, 8. Probablement à 5 ml par kilo max. Et Mathilde, donc il y a aussi l'échographie gastrique là, qui est positionnée dans les recos. Est-ce qu'il faut que tout le monde se forme, enfin tout le monde qui fait la pédiatrie se forme? Est-ce que c'est compliqué à acquérir comme compétence? Et est-ce que si tu as, donc je ne sais plus, plus de 30, non. Si ton estomac n'est pas vide, est-ce que tu dois décaler l'enfant ou faire une séquence rapide? Alors, donc 3 questions en une. Premièrement, je pense qu'il faut que tout le monde se forme, mais que ce soit pour la pédiatrie et pour l'adulte. Alors, Lionel Bouvet me fait le message, donc il faut vraiment tout le monde se forme à l'échographie gastrique. Je pense que c'est important. L'acquisition des compétences, il y a une étude qui a montré qu'au bout de 30 échographies, alors supervisées par un expert, donc c'est ça qui est difficile, permet de devenir soi-même expert en échographie gastrique. Essayez chez les enfants, notamment ceux qui ont déjà mangé, de voir un estomac plein, c'est relativement aisé. Il faut utiliser l'évaluation qualitative chez l'enfant. Et puis, alors dans les cas on va dire, certains cas cliniques, effectivement, quand on a un doute sur le jeune, ou on ne sait pas trop exactement ce qu'il a pris, on peut faire de l'échographie gastrique, mais il faut toujours savoir si on a un doute ou si on n'a pas de belles images, on se base sur la clinique. C'est ça important. Pour l'instant, l'échographie gastrique, ce n'est pas une recommandation forte, mais ça nous aide dans la stratégie. L'image que j'avais montrée sur l'échographie gastrique, c'est un enfant qui avait pris 2 chips, c'est vraiment 2 chips après avoir interrogé 10 fois la maman. 6 heures après, il avait toujours un estomac qui paraissait plein. Donc c'est là où on a pu reporter cette anesthésie qui n'était pas urgente. Ça peut aider. Merci. Donc pas de chips, du liquide clair. Sans lait deuxième âge, mais avec du lait premier âge maternisé juste une de chèvre. Question formelle. Est-ce que l'ASFAR a endossé ses recommandations? Est-ce que l'ADARPEF a endossé ses recommandations? Alors l'ASFAR, je vais te poser la question. C'est toujours la question. J'avais d'ailleurs appelé le président du CRC pour savoir, quand on m'avait proposé de participer à ces recos en tant qu'expert, est-ce que du coup j'endosse pour l'ASFAR, pour la DARPEF? On m'a dit que pour l'instant on t'avait appelé sur le plan personnel, et donc c'était le cas des 3 experts français, lyonnais d'ailleurs. Donc je pense qu'après c'est en association avec l'ASFAR et la DARPEF qu'il faut discuter justement de l'endossement de ces recommandations, et c'est là où le partenariat est, je pense, obligatoire. Donc en tout cas pour la DARPEF c'est sorti, on n'a pas fait, on va dire, la traduction française. On va en discuter en salle de la DARPEF puisqu'elles viennent de sortir, mais c'est une très bonne question, et c'est là où je te la pose. Est-ce que entre SFAR et ESAIC, il faut endosser toutes ces recommandations avec des méthodos quand même qui ne sont pas tout à fait les mêmes que nous utilisons? Et donc c'est là où... Donc je te propose qu'on en parle après le deuxième topo.